The Minority Report, première partie. Écrit par Philip K. Dick en 1954 et publié pour la première fois dans la revue Fantastic Universe en janvier 1956. Lorsqu'Anderton vit le jeune homme, sa première pensée fut « Je deviens chauve. Chauve, gros et vieux. » Mais il ne le dit pas à haute voix. Au lieu de cela, il repoussa son fauteuil, se mit sur pied et fit résolument le tour de son bureau, le bras tendu avec une certaine raideur. Souriant avec une affabilité forcée, il serra la main du jeune homme. « Whitworth !» s'enquit-il, en parvenant à introduire un semblant d'aménité dans sa voix. « C'est cela !» répondit l'autre. « Mais pour vous, bien entendu, ce sera Ed, du moins si vous partagez mon peu de goût pour le formalisme superflu. » À son air sûr de lui, on voyait bien que le jeune homme blond considérait la question comme réglée. Ils s'appelleraient donc par leur prénom. Entre eux, la coopération serait amicale dès le début. « Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver le bâtiment ?» interrogea Anderton en restant sur ses gardes, bien décidé à ne tenir aucun compte de cette entrée en matière par trop familière. Bon sang, il fallait qu'il se raccroche à quelque chose. La panique l'effleura, et il se mit à transpirer. Waiter arpentait le bureau comme si c'était déjà le sien, comme pour voir si ses dimensions lui convenaient. Ne pouvait-il attendre 1 ou 2 jours, un laps de temps décent ? « Aucun mal, » répondit Whitworth, guilleré, les mains dans les poches. Il examina avidement les dossiers volumineux qui tapissaient les murs. « Je n'arrive pas chez vous comme ça, à l'aveuglette. Vous savez, j'ai quelques idées personnelles sur la façon dont fonctionne Pré-Crime. » Anderton alluma sa pipe d'une main mal assurée. « Et comment fonctionne donc Pré-Crime ? J'aimerais bien le savoir. »« Pas mal du tout, » dit Whitworth. « Et même fort bien, en fait. » Anderton le regarda droit dans les yeux. « C'est votre opinion à vous ? Ou cherchez-vous simplement à me faire plaisir ?» Whitworth soutint innocemment son regard. « C'est mon opinion personnelle, mais aussi l'opinion générale. Le Sénat est très satisfait de votre œuvre. Ses membres sont même enthousiastes. » Il ajouta, aussi enthousiaste que l'on peut l'être à leur âge avancé. Anderton accusa le coup, mais, extérieurement, parvint à rester impassible, non sans effort. Il se demanda ce que Whitworth pensait réellement. Que se passait-il sous ce crâne aux cheveux ras ? Les yeux du jeune homme étaient bleus, vifs et dangereusement intelligents. Non, décidément, Whitworth ne devait pas s'en laisser compter, et il était manifestement très ambitieux. « D'après ce que j'ai cru comprendre, » reprit prudemment Anderton, « vous allez être mon assistant jusqu'à ce que je prenne ma retraite. »« C'est ce que j'ai compris aussi, » répondit Whitworth sans l'ombre d'une hésitation. « Ce qui peut se produire cette année, l'an prochain ou bien dans 10 ans. » La pipe tremblait dans la main d'Anderton. « Je ne suis nullement obligé de partir. C'est moi qui ai fondé Pré-Crime, et je peux rester en poste aussi longtemps que je le désirerai. La décision n'appartient qu'à moi seul. » Whitworth hocha la tête, toujours avec la même candeur. « Bien entendu. » Anderton s'efforça de se maîtriser. « Je voulais simplement que les choses soient bien claires. »« Dès le départ, » acquiesça Whitworth. « Vous êtes le patron, c'est vous qui commandez. » Avec une apparence de totale sincérité, il poursuivit. « Voulez-vous me faire visiter ? J'aimerais me familiariser dès que possible avec le fonctionnement global de votre organisation. » Tandis qu'il longeait les enfilades de bureaux éclairés et résonnants d'activité, Anderton déclara. « Naturellement, le postulat fondamental de Pré-Crime ne vous est pas inconnu. Je présume que nous pouvons partir de ce principe. »« Je ne sais que ce qui est à la disposition du public, » répondit Whitworth. « Avec l'aide de vos mutants précogs, vous avez audacieusement et efficacement aboli le système punitif post-crime fondé sur l'emprisonnement et l'amende. Comme nous le savons tous, la perspective du châtiment n'a jamais été très dissuasive. Quant aux victimes, une fois mortes, elles n'en retiraient guère de réconfort. » Ils étaient arrivés devant l'ascenseur. Tandis que la cabine les emportait à toute allure dans les profondeurs du bâtiment, Anderton reprit. « L'inconvénient fondamental, du point de vue juridique, inhérent à la méthodologie de Pré-Crime, ne vous a probablement pas échappé non plus. Nous arrêtons des individus qui n'ont nullement enfreint la loi. Mais si apprête, affirma Whitworth avec conviction. Justement, non. Par bonheur, puisque nous les arrêtons avant qu'ils puissent commettre un quelconque acte de violence. Donc, l'acte criminel proprement dit ne relève strictement que de la métaphysique. C'est nous qui proclamons ces gens coupables. Eux se prétendent éternellement innocents, et en un sens, ils sont innocents. Quittant l'ascenseur, ils empruntèrent à nouveau un couloir éclairé par une lumière jaune.
Notre société ne connaît plus le crime grave, poursuivit Anderton. Mais nous avons tout de même un camp de détention peuplé de criminels potentiels. Ils franchirent une série de portes et se retrouvèrent dans le bâtiment d'analyse. Devant eux se dressaient d'imposants entassements de machines, récepteurs de données et calculateurs chargés d'étudier puis de restructurer les informations qui leur parvenaient. Derrière elles se tenaient les 3 mutants qui disparaissaient presque dans un fouillis de câbles. « Et voilà !» dit sèchement Anderton. « Qu'en pensez-vous » Dans la pénombre baragouinaient 3 idiots, dont les moindres émissions vocales, si incohérentes et aléatoires qu'elles soient, étaient analysées, comparées, réorganisées sous forme de symboles visuels, transcrites sur cartes perforées classiques et dirigées vers différents canaux codés. Et toute la journée, les idiots jacassaient, emprisonnés dans des fauteuils à haut dossier qui les contraignaient à se tenir bien droit, fermement maintenus par des cerclages métalliques, des masses de câbles et des grappins. Sur le plan physique, on subvenait automatiquement à tous leurs besoins. Quant aux exigences spirituelles, ils en étaient dépourvus. Véritables légumes, ils se contentaient de bredouiller, de sommeiller, l'existence réduite à sa plus simple expression. Ils étaient dotés d'un esprit primitif, confus, perdu dans les ombres. Mais ce n'étaient pas les ombres du présent, car, avec leur tête aux proportions anormales et leur corps au contraire tout ratatiné, ces 3 créatures bafouillantes et gauches voyaient bel et bien l'avenir. Ce que les machines analytiques enregistraient, c'étaient des prophéties, et quand les 3 idiots précoques parlaient, elles écoutaient attentivement. Pour la première fois, Whitwer perdit sa belle assurance. Le désarroi et le dégoût mêlés envahirent son regard, mélange de honte et de violente réprobation morale. « Ce n'est pas beau à voir, » murmura-t-il. « J'ignorais qu'ils étaient si... » Il s'agita, cherchant le mot juste. « Si difformes. » « Difformes et attardés, » acquiesça aussitôt Anderton. Surtout cette fille-là, Donna. À 45 ans, elle en paraît 10. Leur don de précognition absorbe tout le reste. Le lobe psy modifie radicalement l'équilibre de l'air frontal. Et qu'est-ce que ça peut nous faire, du moment que nous obtenons des prophéties? Ils nous transmettent ce que nous avons besoin de savoir. Eux n'y comprennent rien, mais nous, si. Impressionné, Whitwer alla s'immobiliser devant les machines, à l'autre bout de la pièce. Il ramassa une pile de cartes perforées que venait d'expulser une fente. « Ce sont des noms trouvés par le système » questionna-t-il. « Manifestement, oui. » Fronçant les sourcils, Anderton lui prit le paquet de cartes. « Je n'ai pas encore eu le temps de les examiner » expliqua-t-il en donnant à son irritation le masque de l'impatience. Fasciné, Whitwer regarda la machine éjecter une nouvelle carte dans le plateau vide. Une deuxième suivit, puis une troisième. Une série de disques bourdonnants éjectaient une carte après l'autre. « Les précoques doivent voir très loin dans l'avenir » s'exclama Whitwer. « Non, leur spectre est assez limité » rectifia Anderton. « 1 ou 2 semaines au maximum. Une grande partie des données qu'ils nous fournissent ne nous sont d'aucune utilité, parce qu'elles sont sans rapport avec nos recherches. Nous les communiquons aux organismes intéressés qui, à leur tour, nous en renvoient d'autres. Chaque département de premier plan possède sa réserve de précieux singes. » « Des singes » Mal à l'aise, Whitwer le regarda fixement. « Ah, je comprends. Les 3 singes qui ne voient pas, ne parlent pas, n'entendent pas. Très bien trouvé. C'est surtout très approprié. » Machinalement, Anderton ramassa les nouvelles cartes éjectées par les appareils. Il ne sera tenu aucun compte de certains de ces noms. Pour le reste, la plupart ne prédisent que des délits mineurs, vol, fraude fiscale, agression, chantage. Comme vous le savez certainement, Précrime a réduit la criminalité de 99,8%. Le meurtre ou la trahison sont devenus très rares, puisque le coupable sait que nous allons l'enfermer en camp de détention 1 semaine avant qu'il puisse commettre son crime. « À quand remonte le dernier assassinat ?»« 5 ans, » répondit fièrement Anderton. « Qu'est-ce qui l'a rendu possible ? Le criminel a échappé à nos équipes. Nous avions son nom et même tous les détails du crime, y compris l'identité de la victime. Nous connaissions le moment et le lieu précis de l'acte de violence projeté. Mais le meurtrier a quand même accompli son forfait. » Anderton haussa les épaules. « Nous ne pouvons pas les attraper tous. » Il joua brièvement avec les cartes perforées. Disons, la plupart. « Un seul meurtre en 5 ans ?» Whitwer retrouvait son assurance. « Il y a de quoi être fier. C'est un score impressionnant. Mais j'en suis fier, » dit calmement Anderton. « Quand j'ai mis au point le principe de base, il y a 30 ans, à l'époque où certains n'y voyaient que leur profit personnel en se concentrant exclusivement sur le marché boursier, j'ai entrevu tout l'intérêt légal de la chose, son immense valeur sociale. » Il lança le paquet de cartes perforées à Willie Page, son assistant responsable du bâtiment des singes. « Tenez, triez ça.
Fiez-vous à votre propre jugement. Page emporta les cartes et Whitworth déclara pensivement « C'est une lourde responsabilité. » En effet, si nous laissons un criminel s'échapper, comme il y a 5 ans, nous avons la perte d'une vie humaine sur la conscience. Nous sommes seuls responsables. Une erreur de notre part et quelqu'un meurt. Amer, il tira d'un coup sec 3 nouvelles cartes gisant sur le plateau. C'est un service public. N'êtes-vous jamais tenté de... Whitworth hésita. Je veux dire, certains des hommes que vous arrêtez doivent vous proposer beaucoup d'argent. Cela ne servirait à rien. Un duplicata des cartes arrive au QG de l'armée. Cela fait contrepoids. Ils peuvent nous surveiller à leur guise. Anderton jeta un rapide coup d'œil à la carte du dessus. Donc, même si nous acceptions de nous laisser... Il s'interrompit et ses lèvres se pincèrent. « Qu'y a-t-il » demanda Whitworth, intrigué. Anderton plia soigneusement la carte en question et la rangea dans sa poche. « Rien, murmura-t-il. Rien du tout. » Son ton plus que bourru fit monter le rouge aux joues de Whitworth. « Je ne vous suis pas vraiment sympathique, » observa-t-il. « C'est exact, » admit Anderton, mais il avait du mal à croire que le jeune homme lui soit antipathique à ce point. Cela ne lui paraissait tout simplement pas possible. En fait, c'était même impossible. Quelque chose clochait. Hébété, il tenta de mettre de l'ordre dans ses idées brusquement embrouillées. C'était son nom que révélait la carte. La ligne 1 l'accusait d'un meurtre encore à venir. À en croire les perforations, John A. Anderton, directeur de pré-crime, allait tuer un homme avant 1 semaine. Avec une conviction absolue, il refusa d'y croire. Lisa, la svelte et séduisante jeune épouse d'Anderton, se trouvait dans l'antichambre du bureau. Absorbée par la discussion animée qui l'opposait à Page sur des questions de politique générale de l'entreprise, elle leva à peine les yeux lorsque son mari entra en compagnie de Whitworth. « Bonjour, ma chérie, » dit Anderton. Whitworth garda le silence, mais ses yeux pâles avaient imperceptiblement scié en se posant sur la jeune femme aux cheveux châtains en impeccable uniforme de police. Lisa était maintenant cadre supérieur après crime, mais Whitworth savait que jadis elle avait été la secrétaire d'Anderton. Ce dernier remarqua l'intérêt que Whitworth portait à sa femme et se prit à réfléchir. Pour introduire subrepticement la carte dans les machines, il fallait un complice dans la place, quelqu'un qui soit associé de très près après crime et qui ait accès aux machines analytiques. Lisa constituait une hypothèse improbable. Néanmoins, la possibilité existait. Évidemment, la conspiration pouvait être beaucoup plus vaste, plus élaborée, impliquer bien plus qu'une carte truquée, introduite à un moment donné du processus. C'était la donnée première elle-même qui avait pu être trafiquée. Il n'y avait aucun moyen de savoir où intervenait la modification. Glacé d'effroi, il entrevit soudain toutes les possibilités. La première impulsion, ouvrir les machines et en retirer toutes les données, était dérisoire, primitive. Les bandes magnétiques confirmaient sans doute la carte perforée. Il ne ferait que s'accuser davantage. Il disposait d'environ 24 heures. Puis l'armée vérifierait ses cartes et découvrirait l'anomalie, puisqu'elle aurait dans ses propres dossiers le double de la carte subtilisée. Tant qu'il en possédait un seul exemplaire, la carte pliée dans sa poche était aussi dangereuse que si elle s'était trouvée sur le bureau de Page, au vu et au su de tout le monde. Dehors retentissait le vrombissement des voitures de police, partant pour leur tournée quotidienne. Combien d'heures avant qu'une d'entre elles ne s'arrête devant chez lui ? « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» s'inquiéta Lisa. « On dirait que tu viens de voir un fantôme. Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout va bien, » dit-il, rassurant. Lisa parut prendre subitement conscience des regards admiratifs de Whitworth. « Monsieur est ton nouvel adjoint, mon chéri ?» Sur ses gardes, Anderton lui présenta Whitworth. Lisa lui sourit amicalement. Y avait-il une entente secrète entre eux ? Il n'aurait su le dire. Bon sang, voilà qu'il commençait à soupçonner tout le monde. Et pas seulement sa femme et Whitworth, mais aussi une dizaine de ses subordonnés. « Vous êtes de New York ?» s'enquit Lisa. « Non, » répondit Whitworth. « J'ai passé presque toute ma vie à Chicago. Je suis descendu à l'hôtel, un des grands établissements du centre-ville. J'en ai inscrit le nom quelque part. » Pendant qu'il fouillait dans ses poches, Lisa proposa. « Voulez-vous que nous dînions ensemble ? Puisque nous allons travailler en étroite collaboration, je pense que nous devrions faire plus ample connaissance. » Surpris, Anderton fit un pas en arrière. Quelle chance y avait-il pour que la gentillesse de sa femme soit innocente, purement accidentelle ? Whitworth allait rester en leur compagnie jusqu'au soir et avait désormais un prétexte pour les suivre chez eux. Profondément troublé, Anderton tourna les talons et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu » s'étonna Lisa. «
Je retourne chez les singes. Je voudrais vérifier quelques bandes de données que je ne comprends pas, avant que l'armée les voie. » Avant qu'elle ait trouvé une raison plausible de le retenir, il était déjà sorti dans le couloir. Il le parcourut au pas de course et descendait l'escalier menant à la rue lorsque Lisa, haletante, le rattrapa. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ?» Elle le prit par le bras et se planta devant lui. « J'étais sûre que tu allais sortir » s'exclama-t-elle en lui barrant le passage. « Quelle mouche te pique? Tout le monde pense que tu es... » Elle se reprit. « Tu te conduis si bizarrement. » Sur le trottoir autour d'eux, les gens se pressaient comme d'habitude à cette heure de l'après-midi. Anderton libéra son bras. « Je m'en vais pendant qu'il est encore temps. »« Mais pourquoi ?»« On m'a tendu un piège délibéré et malveillant. Cet individu veut me prendre ma place. Le Sénat se sert de lui pour m'abattre. » Lisa leva sur lui des yeux stupéfaits. Pourtant, il a l'air d'un gentil jeune homme. Gentil comme un cobra royal, oui. L'étonnement de Lisa devint de l'incrédulité. « Je n'arrive pas à y croire. Mon chéri, tu t'es vraiment surmené ces derniers temps. » Avec un sourire mal assuré, elle ajouta, hésitante. « Il n'est pas très plausible qu'Ed Whitwer essaie de te faire tomber dans un piège. Et comment cela, d'ailleurs? Même s'il en avait l'intention. Mais non, de toute façon, Ed ne ferait sûrement pas une chose par... Ed? Eh bien oui, c'est ainsi qu'il se prénomme, non? » Les yeux bruns de la jeune femme flamboyèrent, tant étaient vives sa surprise et son incrédulité. « Grand Dieu, tu soupçonnes tout le monde. Tu crois que je suis dans le coup d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas ?» Il réfléchit. « Je n'en suis pas sûr. » Elle se rapprocha et riva sur lui un regard accusateur. « Ce n'est pas vrai. Tu le crois sincèrement. Tu devrais peut-être prendre quelques semaines de congé finalement. Tu as grand besoin de repos. L'arrivée d'un homme plus jeune t'a crispé, traumatisé. Tu agis en paranoïaque. Tu ne le vois pas? Tu imagines qu'on complote contre toi. As-tu la moindre preuve formelle au moins ?» Anderton sortit la carte pliée de son portefeuille. « Regarde bien ça. » La jeune femme blêmit et réprima un hoquet. « C'est assez clair, » dit Anderton avec tout le calme dont il était capable. « Ceci donne à Whitwer un motif légal pour se débarrasser de moi immédiatement. Il n'aura pas besoin d'attendre ma démission. » Maussade, il ajouta, « Ils savent que je peux tenir encore quelques années. Mais ce sera la fin de l'équilibre actuel. Pré-crime ne sera plus une organisation indépendante. Le Sénat contrôlera la police, et après cela... » Il pinça les lèvres. « Le Sénat absorbera aussi l'armée. En apparence, c'est assez logique en effet. Bien sûr que j'éprouve de l'hostilité, du ressentiment envers Whitwer. Bien sûr que j'ai un mobile. Personne n'aime qu'on l'envoie paître et qu'on le remplace par un homme plus jeune. Oui, tout cela est parfaitement plausible. Sauf que je n'ai pas la moindre intention de tuer Whitwer, mais je ne peux pas le prouver. Alors, que faire ?» Livide, Lisa secoua la tête. Je ne sais pas, chérie. Si seulement... » Moi, coupa brusquement Anderton, je rentre à la maison faire ma valise. J'ai du mal à voir plus loin pour l'instant. « Tu vas vraiment essayer de te cacher ?» Oui, et même sur les planètes coloniales centauriennes, si nécessaire. Ça s'est déjà fait avec succès. Et j'ai 24 heures d'avance. Il tourna résolument les talons. « Retourne au bureau. Tu n'as aucune raison de m'accompagner. Parce que tu croyais que je voulais venir avec toi ?» fit-elle d'une voix rauque. Anderton sursauta. « Ah bon, tu n'en avais pas l'intention ?» Puis, de plus en plus stupéfait, il murmura. « Non, je vois que tu ne me crois pas. Tu es toujours persuadé que j'ai tout imaginé. » Il tapota sauvagement de l'index la carte perforée. « Même cette preuve-là ne te suffit pas. »« Non, » reconnut Lisa. « En effet, tu ne l'as pas regardé assez attentivement, mon chéri. Le nom d'Ed Whitwer n'y figure pas. » Incrédule, Anderton lui reprit l'objet. « Nul ne prétend que tu vas tuer Ed Whitwer, » enchaîna Lisa d'une petite voix fragile. « La carte est forcément authentique, comprends-tu? Et elle ne concerne en rien Ed Whitwer. Il ne complote pas contre toi. Personne ne complote contre toi. » Trop ébahi pour répondre, Anderton contemplait la carte. Lisa avait raison. Whitwer n'était pas la victime. Sur la 5e ligne, la machine avait proprement inscrit un autre nom. Léopold Kaplan. Interdit, il remit la carte dans sa poche. De sa vie, il n'avait jamais entendu parler de cet homme. La maison était fraîche et déserte. Anderton entreprit aussitôt les préparatifs en vue du voyage. Tandis qu'il faisait ses bagages, de folles idées se présentèrent à son esprit. Il se trompait peut-être au sujet de Whitwer, mais comment en être sûr? Quoi qu'il en soit, le complot contre lui était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait tout d'abord cru. Il se pouvait que Whitwer n'en soit qu'un pion insignifiant,
manipulé par une figure lointaine, indistincte, à peine discernable à l'arrière-plan. Il avait eu tort de montrer la carte à Lisa. Elle allait la décrire minutieusement à Whitwer. Il ne réussirait jamais à quitter la Terre, n'aurait jamais l'occasion d'apprendre à quoi ressemblait la vie sur une planète coloniale. Tandis qu'il s'absorbait dans ses préoccupations, le parquet grinça derrière lui. Un vieux blouson à la main, il se détourna du lit et se retrouva nez à nez avec le canon gris-bleu d'un pistolet A. « Ça n'a pas traîné », dit-il en fixant avec amertume l'homme à la carrure imposante et aux lèvres serrées qui, vêtu d'un pardessus marron, tenait l'arme dans sa main gantée. « A-t-elle hésité au moins ?» L'inconnu demeura sans réaction. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Suivez-moi. » Surpris, Anderton reposa le blouson sur le lit. « Vous ne faites pas partie de mon organisation, dit-il. Vous n'êtes pas de la police ?» Perplexe et multipliant les protestations, il se laissa entraîner dehors, où attendait une limousine. 3 hommes armés jusqu'aux dents l'entourèrent instantanément. La portière claqua et la voiture s'engagea à toute vitesse sur l'autoroute, en s'éloignant de la ville. Impassibles, distants, ces ravisseurs oscillaient au gré des balancements du véhicule, qui filait à présent au milieu de vastes champs d'une noirceur sinistre. Anderton essayait vainement de comprendre ce qui lui arrivait. Puis ils bifurquèrent vers une route secondaire creusée d'ornières et descendirent dans un garage souterrain, plongé dans l'ombre. Quelqu'un cria un ordre. Un lourd dispositif de verrouillage se referma avec un grincement métallique et des lumières s'allumèrent au plafond. Le chauffeur coupa le contact. « Vous me le paierez !» menaça Anderton d'une voix éraillée tandis qu'on le faisait débarquer de force. « Enfin, savez-vous qui je suis ?» ?»« Mais oui, » fit l'homme au pardessus marron. Sous la menace des armes, Anderton dut monter un escalier, quittant le silence froid et humide du garage, pour un hall d'entrée recouvert d'une épaisse moquette. Il se trouvait apparemment dans une luxueuse demeure privée, située dans la campagne ravagée par la guerre. À l'autre bout, il entrevit une pièce, un cabinet de travail aux murs tapissés de livres, meublé simplement mais avec goût. Assis sous une lampe, le visage partiellement dans l'ombre, l'attendait un homme qu'il n'avait jamais vu. À l'approche d'Anderton, l'inconnu chaussa nerveusement une paire de lunettes sans monture, referma l'étui d'un coup sec et se passa la langue sur les lèvres. Il pouvait être âgé de 70 ans, voire plus, et sous son bras était coincée une fine canne à pommeau d'argent. Il était maigre, sec et nerveux, et arborait une posture étrangement rigide. Ses rares cheveux d'un châtain poussiéreux étaient soigneusement lissés sur son crâne livide, où il formait une espèce de tache incolore mais lustrée. Seuls ses yeux étaient vifs et alertes. « C'est Anderton ?» questionna-t-il d'un ton bougon, en s'adressant à l'homme au pardessus marron. « Où l'avez-vous trouvé ?»« Chez lui, » répondit l'autre, en train de faire ses bagages, comme prévu. L'homme assis au bureau tressaillit. « Ses bagages, hein ?» Il ôta ses lunettes et les remit dans leur étui avec des gestes saccadés. « Écoutez-moi, » dit-il brusquement à Anderton. « Qu'est-ce qui vous prend? Êtes-vous donc fou allié? Comment pouvez-vous désirer tuer un homme que vous n'avez jamais vu ?» Anderton comprit soudain que le vieil homme était Léopold Kaplan. « Je vais vous poser une question à mon tour, » contra-t-il aussitôt. « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je suis préfet de police. Je peux vous faire condamner à 20 ans de détention. » Il allait poursuivre, mais l'étonnement fut plus fort que lui. « Comment avez-vous su ?» Involontairement, il porta la main à sa poche, là où il avait caché la carte perforée. « Cela n'arrivera pas avant... »« Ce n'est pas par votre organisation que je l'ai appris, » répliqua Kaplan avec une impatience irritée. « Je ne suis pas tellement surpris que vous n'ayez jamais entendu parler de moi. Léopold Kaplan, général dans l'armée de l'Alliance fédérale du bloc occidental. » À regret, il ajouta, en retraite, depuis la fin de la guerre anglo-chinoise et la dissolution de la FBO. C'était plausible. Anderton s'était déjà douté que, pour sa propre protection, l'armée traitait immédiatement les duplicata des cartes. Il se détendit un peu et dit « Eh bien, qu'allez-vous faire maintenant que vous m'avez fait venir ici ?»« Naturellement, dit Kaplan, je ne vais pas vous faire tuer. Sinon, ce serait apparu sur une de vos sales petites cartes. Vous m'intriguez. Il me paraissait incroyable qu'un homme de votre stature puisse envisager le meurtre de sang-froid d'un parfait inconnu. Il doit y avoir autre chose. À vrai dire, je suis perplexe. S'il s'agissait d'une quelconque stratégie policière... » Il haussa les épaules. « Vous n'auriez sûrement pas permis que le double de la carte nous parvienne. »« À moins, suggéra un de ces hommes, qu'on ne l'ait fait exprès. » Kaplan fixa ses petits yeux brillants sur Anderton. « Qu'avez-vous à dire ?»« C'est exactement cela. » Anderton vit tout de suite l'avantage qu'il aurait à dire ce qui, pour lui, était l'entière vérité. La prédiction de la carte a été délibérément fabriquée de toutes pièces par une cabale à l'intérieur de mon organisation. On truque une carte,
Et me voilà pris au piège. Et on me décharge d'office de mes responsabilités. Alors mon adjoint intervient et prétend avoir empêché le meurtre avec l'efficacité coutumière de pré-crime. Nul besoin de préciser qu'il n'existe ni meurtre, ni intention de meurtre. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de meurtre, dit Kaplan en se renfrognant. Vous serez aux mains de la police. Je vais m'en assurer. Horrifié, Anderton protesta. Vous allez me ramener là-bas? Mais si je suis détenu, je ne pourrai jamais prouver que... Je m'en moque, coupa Kaplan. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous mettre hors d'état de nuire. Glacial, il ajouta, pour ma propre sécurité. Il se préparait à filer, affirma un de ses hommes. C'est exact, dit Anderton, qui transpirait. Dès qu'on m'attrapera, on m'enfermera en camp de détention. Whitwer prendra la suite, toutes mes attributions. Sombre, il ajouta, sans parler de ma femme. Apparemment, ils agissent de concert. Kaplan parut tergiverser un moment. C'est possible, concéda-t-il en fixant attentivement Anderton. Puis il secoua la tête. C'est un risque que je ne peux pas courir. Si on vous a tendu un traquenard, je le regrette, mais le fait est que cela ne me regarde pas. Il eut un petit sourire. Néanmoins, je vous souhaite bonne chance. Se tournant vers ses hommes, il ordonna « Amenez-le au siège de la police et remettez-le à la plus haute autorité. » Il nomma le préfet de police par intérim et attendit la réaction d'Anderton. « Whitwer !» répéta Anderton, incrédule. Sans se départir de son imperceptible sourire, Kaplan alluma la radio. « Whitwer a d'ores et déjà pris votre place. Manifestement, il compte tirer de cette affaire le meilleur parti possible. » La radio se mit brusquement à rugir. On entendit une voix sonore, toute professionnelle, lire un texte rédigé à l'avance. Défense est faite à tous les citoyens de donner asile ou de prêter assistance de quelque façon que ce soit à ce dangereux individu, désormais en marge de la société. Le fait extraordinaire qu'un criminel en fuite soit par là même en mesure de commettre un acte de violence représente un événement unique par les temps qui courent. Tous les citoyens sont avertis par le présent communiqué qu'au terme des dispositions légales toujours en vigueur, toute personne manquant de coopérer pleinement avec la police en vue de capturer John Allison Anderton sera accusée de complicité. Je répète, l'agence gouvernementale pré-crime du bloc fédéral occidental est en passe de retrouver et de neutraliser son ex-préfet de police, John Allison Anderton, qui, par les méthodes du système pré-crime, est considéré comme un meurtrier en puissance et, à ce titre, perd ses droits à la liberté ainsi que toutes les prérogatives associées. Il n'a pas perdu de temps, murmura Anderton, atterré. Kaplan pressa un bouton et la radio se tut. Lisa a dû aller le trouver immédiatement, spécula-t-il avec amertume. Pourquoi aurait-il dû attendre? Fit Kaplan. Vos intentions étaient suffisamment claires. Il fit signe à ses hommes. Ramenez-le en ville. Sa présence me met mal à l'aise. Là-dessus, je suis d'accord avec le préfet Whitwer. Je veux qu'on le neutralise dès que possible. Fin de la première partie de The Minority Report, écrit par Philippe Cadic. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne, de façon à être mieux averti de la mise en ligne des prochains chapitres et des prochains livres audio. À bientôt sur Frisson d'hiver.